le deuxième jour où je suis arrivé aux Philippines, faut que je me nourrisse. Hein, et du coup, je suis allé dans un supermarché. Et en fait, les nourritures étaient tellement différentes que genre j'ai paniqué en fait. Et du coup, je suis reparti avec 20 paquets de Pringles. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui vous explique comment ne pas mourir quand vous partez en voyage. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Aujourd'hui, on parle des questions pratiques de partir en voyage, comment, toutes les petites questions que vous pouvez vous poser sur les visas, l'argent, les billets d'avion, la nourriture, le logement, etc. On va traiter un peu de nos expériences. Parfois, il y a des choses qui peuvent nous sembler évidentes, qui ne sont pas forcément pour vous si vous êtes encore nouveau dans le domaine du nomadisme digital. Et on va partager avec vous quelques astuces, quelques idées. Ce sera l'épisode un petit peu pratique pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait le pas, mais qui pensent le faire bientôt ou un jour. Ce sera l'épisode où on va vous donner tous ces petits conseils-là qui peuvent être des bonnes idées pour savoir où commencer. Si vous avez des questions supplémentaires suite à cet épisode, vous pouvez nous contacter sur le site par commentaire ou alors nous laisser un message vocal. On rappelle que l'adresse du site, c'est nomaddigitalpodcast.com. Pour commencer ce sujet, on va parler de la question que les gens te posent tout le temps quand tu es à l'étranger. Comment tu fais pour te gérer tes visas ? Je pense que c'est une des parties un peu galères, c'est parce que ça varie vraiment par pays. Alors, tu as aussi des pays qui sont totalement freestyle, genre le Vietnam, ça change tous les 2 mois. Quoi. À chaque fois que je regarde, ils ont une nouvelle politique par rapport au visa. Pour le cas que je connais mieux, du coup, les Philippines, en fait, ce qu'il faut faire, c'est si tu étends au mois par mois, ça coûte 1 60 €. Et en fait, à ce prix-là, c'est limite moins cher de prendre un aller-retour pour la Malaisie. Si tu as envie de faire un petit trip en Malaisie au billet d'avion, tu en auras pour 60 € environ aussi. Sinon, ce que tu peux faire, c'est prendre du coup pour 6 mois, si tu as envie de rester, c'est ce que j'ai fait un moment. Et là, ça revient, je crois, à 20 € le mois, ce qui est beaucoup plus abordable. Mais généralement, c'est souvent ce choix à faire, soit prendre un visa, soit carrément juste prendre un avion, partir pendant 2-3 jours de part et revenir. C'est le choix à faire. Sur la question des visas, c'est important d'avoir des bonnes sources d'informations parce que les informations que tu trouves sur Internet, y compris les informations officielles, ne sont pas toujours exactes. En particulier, je pense au Vietnam, où si tu vas sur l'ambassade du Vietnam en France, on te dira que pour avoir un visa pour le Vietnam, il faut aller à l'ambassade et le payer à l'ambassade. Ce qui est faux, effectivement. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'ils te disent spécifiquement sur le site de l'ambassade que si tu vas sur les sites Internet qui te vendent des visas, c'est des arnaques et que ça ne marche pas. Mais, alors que ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais en plus, c'est totalement officiel et c'est moins cher. Et à l'aéroport, il y a un petit bureau qui est là pour te donner les visas à l'arrivée que tu achètes sur Internet. Et du coup, on peut en parler. Du coup, il y a 3 types de visas. Il y a le visa standard, tu fais la demande à l'ambassade. Il y a le visa on arrival, donc visa à l'arrivée, où là, c'est quand tu arrives, tu as notamment tes documents à fournir et on te donne ton visa. Et tu as aussi le visa, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, le visa free, où en gros, c'est tu arrives, tu te présentes directement aux douanes et ils te tamponnent ton truc et généralement, tu es accepté pendant 30 jours. Ouais. Vietnam, c'est 14 jours, je crois. Souvent, ça c'est considéré comme étant une exemption de visa, en fait. Ouais, c'est vachement simple. Pour le coup, c'est vraiment... Et ça aussi, du coup, à ce niveau-là, je suis très, très reconnaissant d'être français parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est comme ça, comparé à la majorité des nationalités. Ouais, c'est le passeport européen, c'est un des passeports les plus pratiques pour ça. Le passeport américain est pas mal aussi. Mais effectivement, je connaissais un gars qui était indien et qui faisait beaucoup d'argent. C'était vraiment un bon businessman, mais il avait un passeport indien. Et rien que pour aller en Europe, aux US, il galère. Rien que pour aller en Europe, il n'arrivait pas à avoir son visa pour venir. Il pouvait même pas être nomade digital. Ouais. Et même en tant que touriste, c'est ça qui est hallucinant. Pareil pour les Philippins. Rien que pour aller en tant que touriste en France, c'est un parcours du combattant, quoi. Ouais, je connais pas mal de Vietnamiens justement qui avaient fait des démarches à l'ambassade pour venir en France, et c'est la galère absolue. On leur pose plein de questions, on essaye de voir s'ils vont pas s'enfuir et tout, et c'est très compliqué pour eux, pour nous qui est un truc qui est évident pour nous. Donc là-dessus, c'est à partir de ces petites choses que tu peux considérer comme étant acquises, mais parfois c'est bien de te souvenir que c'est pas acquis pour tout le monde, et t'as un petit pic, tu sais, de gratitude, où tu te dis putain, en fait, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a sûrement des Marocains, des Algériens, des Tunisiens qui nous écoutent, et pour eux aussi, c'est plus compliqué. Pareil, pour créer un compte sur Amazon, par exemple, il me semble que ces Marocains, ils acceptent pas, quoi.
Donc on a comme cette facilité-là et on peut en être reconnaissant. Donc après, les visas, ça varie selon les pays, donc on laissera les gens se renseigner selon les pays où ils vont. Question suivante, comment est-ce que tu vas gérer ton argent dans différents pays? Alors juste un truc avant, c'est du coup aussi quand tu arrives dans un pays, il y a beaucoup de pays qui demandent que tu aies un billet retour ou un billet en tout cas de sortie du pays. Mais ils le vérifient jamais, non? Ils le vérifient rarement. Ah, moi, ça dépend vraiment des pays. Philippines, tout le temps. Thaïlande, la dernière fois, ils n'ont pas vérifié du tout. Ça dépend vraiment des pays. Et ça dépend aussi de la personne que tu as en face. Parce que pour le coup, en fait, c'est les agents à l'aéroport, les agents de la compagnie aérienne qui checkent. C'est même pas les douanes, en fait. C'est assez étonnant parce qu'en fait, l'idée, c'est que si ensuite tu te fais refuser aux douanes, c'est à leurs frais le fait de te renvoyer, c'est de faire le billet retour. Donc c'est pour ça qu'eux, ils contrôlent. Et ça dépend vraiment des compagnies aériennes des pays. Donc il y a plusieurs possibilités. Toi, tu veux vraiment le mode cool, c'est que tu achètes un billet pas cher de sortie. Pour certains pays, c'est vraiment, tu peux en avoir pour 30 euros, quoi. Tu te fais pas chier. Soit tu te fais un peu plus chier, tu vas chercher sur Expedia notamment. Expedia, tu peux trouver les billets qui sont remboursables. Du coup, tu prends un billet, t'imprimes le truc et ensuite tu te le fais rembourser. Ils contrôlent pas non plus ils vont pas très loin. L'autre technique aussi que tu peux faire, tu peux le faire avec Photoshop. Honnêtement, encore ça passe. Prends le temps juste de le faire avec Photoshop et peut-être un petit risque quand même, faut pas oublier. Mais dans 99% des cas, ça passera. Et la dernière chose, du coup, je l'ai oublié. Mais c'est aussi, c'est d'attendre carrément à l'aéroport. Tu vois à l'aéroport s'ils te demandent. S'ils te demandent pas, tant mieux. S'ils te demandent, tu t'achètes rapidement un billet sur ton téléphone avec la Wi-Fi de l'aéroport. Mais c'est une petite source de stress supplémentaire, donc c'est pas forcément l'idéal. Moi, du coup, j'ai pas été aux Philippines, mais moi, ils me l'ont rarement demandé. Et parfois, tu leur dis, ouais, je prends le bus après pour aller au Cambodge. Et ils font, oh, ok, tu prends le bus, parfait. Aux Philippines, c'est plus compliqué le bus, du coup, pour sortir du pays. Ouais, c'est ça, je pense que c'est aussi la différence. Je pense que ça dépend aussi à quoi tu ressembles. Parce que l'histoire des billets de retour, c'est vraiment un avis pour les backpackers, au cas où le backpacker est vraiment paumé dans le pays, a plus de thunes pour rentrer chez lui. Mais si t'as l'air un peu plus legit. Ok, on joue à ça, quoi. Toi, t'as l'air legit, t'as l'air sérieux, t'es dans ton petit costard. Bah, clairement, Paul, Paul, faut le voir, il a des dreadlocks, il a un joint sur l'oreille en permanence. Enfin, vraiment, le truc, tu le vois venir. Non, donc je sais pas, il est possible. Après, clairement, ils font de la discrimination au faciès dans les aéroports et dans les douanes. Notamment, j'avais un cas en Malaisie même où les douanes sont du contraire. C'était peut-être la police. Et genre, on était peut-être 20 dans le bus. Et il y avait 2 Indiens. Boum, ils sont précipités sur eux en demandant passeport, truc étudiant, tout le bordel. D'ailleurs, c'était marrant parce que du coup, c'était une douane intérieure en fait. Ils les ont fait sortir du bus et après, ils sont remontés. Et pour le coup, là encore une fois, c'est aussi c'est pas mal au faciès, quoi. Donc, parlons de comment gérer son argent. T'as une anecdote? Mon anecdote, elle est super récente du coup. Je me suis retrouvé avec. J'ai vécu sur 250 bahts pendant 3 jours. Avec ma copine en plus, donc pour 2. Donc, alors, redis, 250 bahts, parce qu'au départ, j'ai entendu 250 balles, et je me suis dit, bon, ça va, 250 € pendant 3 jours, c'est pas la mort. 250 bahts, c'est 8 euros, quoi, même pas, je pense. Ouais, c'est 6 euros. 6 euros sur 3 jours pour manger. En fait, le truc, c'est que ma carte était bloquée. Du coup, en fait, à chaque fois, je me disais, l'argent va arriver, ça va être bon, parce que j'étais un peu trompé dans mes transferts, j'avais mal calculé. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, le lendemain, ça va arriver, le lendemain, ça arrive pas, et en fait, au fur et à mesure. Et du coup, le dernier jour, il me restait vraiment plus rien, et on n'est même plus d'eau. Donc là, j'aurais dû, je pense, emprunter de l'argent à quelqu'un, ou trouver une autre solution. Mais pour le coup, j'avais peut-être pris un peu la confiance. Et c'est vraiment, je pense que c'est une règle, c'est toujours avoir au moins de quoi se nourrir pendant 2-3 semaines en termes de cash, quoi. Ouais, moi je garde toujours du cash, même des monnaies étrangères, souvent des dollars. Les dollars, c'est très efficace dans beaucoup de pays aussi. Hein. Ouais, que tu peux soit utiliser, soit que tu peux changer au cas où ta carte est bloquée, parce que ça arrive quand même assez régulièrement que ta carte se fasse bloquer dans des pays. Alerte anti-fraude, quoi, souvent. Voilà, soit pour des raisons de sécurité, alerte anti-fraude, etc. Bien souvent, alerte anti-fraude, moi j'arrive à la débloquer rapidement en appelant, mais tu sais jamais ce qui peut arriver, ou un transfert se fait pas, ou tu t'es planté quelque part, etc. Être coincé dans un pays sans avoir d'argent, c'est pas très drôle, effectivement. Donc c'est bien d'avoir un petit fonds de roulement. Mais au cas où tu te retrouves en situation, je pense qu'il y a 2 solutions. C'est aussi, il y a beaucoup Remarque, Thaïlande, j'ai pas beaucoup vu, mais par exemple, aux Philippines, il y a des Western Union partout. Du coup, demander à quelqu'un de t'envoyer de l'argent au Western Union, tu le retires. Les frais sont assez importants, mais si c'est une dernière solution. Et aussi, il faut savoir qu'Agoda accepte les paiements sur PayPal, Agoda pour les hôtels. Donc voilà, si tu n'as même plus d'argent pour prendre un hôtel, tu peux demander à quelqu'un, ou peut-être tu as de l'argent sur PayPal. Et là, tu peux réserver ta nuit et pas dormir dehors. Tu as aussi marqué quelque chose sur les cartes Visa internationales. Ça, c'est assez important. Avant de partir, demandez à votre banque d'obtenir une carte. Moi, c'est Société Générale pour le coup, et ils ont un forfait international qui coûte pas si cher. Il coûte, je crois, 7 € par mois. Mais du coup, en fait, j'ai aucune commission sur les frais de change.
C'est-à-dire que le frais que j'obtiens, c'est le frais Visa. Et le frais Visa, typiquement, c'est le frais quand vous faites taper sur Google, c'est ça en fait. Ce qui est très avantageux parce qu'il y a beaucoup. Si vous avez une carte normale, généralement, vous prenez 2, 3, 4%. Et forcément, ça s'additionne. Du coup, je recommande vraiment de prendre ce genre d'option pour économiser de l'argent sur le long terme. Et du coup, là-dessus, tu auras toujours quand même un frais en général sur les distributeurs étrangers. C'est ça. Et dans ce cas-là, la solution, c'est simplement de retirer plus, quoi. Retirer plus à chaque fois. En général, je le maximise. En général. Au Vietnam, c'est pas beaucoup. Tu peux retirer sur certains distributeurs que 2 millions, ce qui correspond à 40 euros. Sur d'autres, tu peux retirer à peu près une centaine d'euros. Mais souvent, c'est pas énormément. Donc, je maximise mes retraits parce que sinon, tu te fais un peu tuer sur les frais fixes. Bah, typiquement, en Thaïlande, ils te les affichent. Aux Philippines, c'est pareil. Au Thaïlande, c'est 200 bahts. Du coup, forcément, si tu retires que 1000 bahts, du coup, ça fait 20% en frais. Alors que si tu retires 10 000 bahts, ça fait plus que 2%, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Donc quand vous retirez de l'argent, retirez beaucoup d'un coup, vous économiserez de l'argent, tout simplement. Et bien souvent, j'ai remarqué que les limites de cash que tu peux retirer sur les distributeurs en Asie sont de toute façon pas très élevées. Donc bien souvent, faut retirer le maximum. Ouais. Et en fait, bien souvent, c'est un autre conseil qui me vient à l'esprit, c'est que dans certains pays, les différents distributeurs ont différents frais selon les banques et différentes limites. Donc je sais qu'au Vietnam, tu as des distributeurs qui te laissent retirer que 2 millions. Il y en a où tu peux aller à 5, et il y en a quelques-uns où tu peux aller à 10. Au Vietnam, c'est Citibank, où tu peux aller à 10 millions. Donc c'est pratique pour payer ton loyer, parce que sinon tu dois retirer X fois. Et en fait, il faut les connaître, il faut se renseigner sur quels sont les distributeurs qui ont tel ou tel frais et telle limite, parce que ça varie assez largement selon les banques, mais une fois que tu as trouvé la bonne banque et trouvé le bon distributeur, tu peux aller toujours au même et retirer le truc de façon assez tranquille. Yes. Parlons de la nourriture. La plupart des gens se disent, tu vas aller en Asie, tu vas manger de la nourriture de rue, tu vas attraper le cancer de l'estomac ou je sais pas quoi, tu vas être empoisonné et tu vas vomir tout le temps. Est-ce que toi, tu as déjà été empoisonné par la nourriture en Asie ? Oui, donc moi je suis un mauvais exemple pour le coup. Enfin, je sais pas si c'était la nourriture, mais à un moment je suis tombé vraiment malade. Je pissais du sang. C'était Ah ouais, vraiment, putain. c'était assez violent, mais bon, c'est arrivé une fois. Ah non, c'est ça, c'est le moment désagréable, quoi. Tu nous avais raconté, tu avais été à l'hôpital aux Philippines, etc. C'est ça, Ouais. tout à fait. Par contre, il y a une autre erreur par rapport à la nourriture que j'ai faite, c'est. Je sais pas si j'ai déjà raconté, mais le deuxième jour où je suis arrivé aux Philippines, faut que je me nourrisse, hein, et du coup, je suis allé dans un supermarché. Et en fait, les nourritures étaient tellement différentes que genre j'ai paniqué en fait. Et du coup, je suis reparti avec 20 paquets de Pringles. Parce que c'était des trucs rassurants, ces trucs que je connaissais. Tout en Angleterre, j'en avais bouffé la masse. Je vois, ça me disait quelque chose. Sauf qu'en fait, la nourriture importée, notamment aux Philippines, parce que c'est une île, elle est hors de prix. C'est-à-dire qu'avec un paquet de Pringles, vous pourriez vous faire 3 dîners au resto, quoi. J'exagère un peu, j'exagère beaucoup. Parce qu'un paquet de Pringles, c'est peut-être l'équivalent de 5 euros. Mais c'est ça, vous pourrez vous faire 2 restos. Donc, il faut éviter toutes les nourritures importées, tout ce qui est les Mars, ainsi de suite. Je dirais, le Nutella aussi, ton petit pot de Nutella qui est à 15 euros. Je là. me suis fait quelques fois le Nutella au Vietnam en mode nostalgie, ouais, mais vraiment, ton petit pot de Nutella de 30 grammes, c'est un luxe, quoi. Et c'est ça, et notamment, parce que quand je suis allé aux Philippines, j'avais quand même prévu d'économiser beaucoup d'argent, tu vois. Et du coup, la première fois que je suis allé faire les courses, j'ai pris les trucs normaux, tu vois, les trucs que j'aurais pris en France ou en Angleterre. Et je suis arrivé à la caisse et je me suis dit, putain, mais en fait, j'économise rien du tout. Et je payais même plus cher. Et au final, donc, les 2 premières semaines où j'ai mangé jusqu'à ce que j'avais acheté au supermarché, j'ai payé plus cher que ce que j'aurais payé en France. Donc à ce niveau-là, faut éviter. Moi, j'ai aussi connu ça où tu arrives dans un pays, t'as pris l'avion, t'as le décalage horaire, t'es crevé, etc. Et t'arrives dans un pays, c'est le bordel, t'as le putain de choc culturel. Et là, tu fais quoi ? Tu vas au McDo. Parce que c'est le seul truc que tu connais, c'est la zone de confort. Moi, c'est pire que ça. Moi, généralement, c'est quand j'arrive dans un nouveau pays, c'est je vais au 7-Eleven et je me le cloître dans ma chambre et je dors pendant les premières 24 heures, quoi. Généralement, c'est ça, ouais. Je suis pas du genre, j'arrive d'un pays, je suis super énergique, prêt à découvrir le monde. Non, je vais prendre à manger à 7-Eleven, des sandwichs, et je me replie, je pars en ermite pendant 24 heures. Mais je pense que c'est assez commun. En fait, c'est toujours cette même idée de la volonté et de l'énergie, quoi. Après avoir pris l'avion et t'es crevé et t'as juste plus la force de gérer ça. Au niveau de la nourriture de rue, tu t'estimes que le risque est à combien ? Moi, j'estime que le risque est genre à 1 ou 2% vraiment de se faire empoisonner. Je pense qu'il est assez faible. Disons que les gens le surestiment, je pense. Mais surtout, en plus, tu crées une tolérance. Surtout, tu crées une tolérance, quoi, je pense, honnêtement. Il n'y a aucun doute pour moi que c'est moins hygiénique en moyenne, mais tu crées une tolérance, et honnêtement, c'est se priver de quelque chose d'assez génial en Asie. La nourriture de rue, pour moi, c'est un des trucs que je préfère en Asie, justement, qui est vachement agréable. C'est quoi ? Tu peux prendre la moto, t'as un énorme choix de nourriture. T'as l'impression de manger presque gratuitement tellement c'est peu cher. La nourriture est toute prête. Honnêtement, c'est un grand plaisir. Tu m'as dit tout à l'heure une statistique sur le nombre de gens qui chopent la tourista en arrivant en Asie. C'est ça. Bah après, faut que j'arrête avec les ça, donc je suis pas sûr, mais il me semble que c'était un truc genre 60% des gens qui, après, qui sont arrivés, énorme, ils obtiennent la diarrhée. Enfin, ils récupèrent la diarrhée. Ouais.
Ça me Mais paraît énorme, mais bon. moi, ça me paraît pas surprenant parce qu'avec le voyage, le stress et en plus la nourriture, peut-être, tout s'additionne pour que tu sois un peu malade à l'arrivée, quoi. En tout cas, moi, ma famille, quand ils étaient venus en Asie, ils étaient tous tombés malades dans les premiers jours où ils étaient arrivés. Ok. Euh, mais voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Ouais, étonnant. Bah, ça doit aussi peut-être dépendre effectivement de. Après, c'est une histoire de système immunitaire, quoi. J'imagine qu'une fois que tu as passé suffisamment de temps en Asie, tu as juste le système immunitaire et ça te pose plus de problème. Parlons de comment trouver un logement, parce que c'est une question qui est toujours assez marquante. Donc, tu as les options évidentes, hôtel, Airbnb, qui vont être généralement assez chères. Donc, souvent, on va les utiliser pour quelques jours. Une fois que tu as passé tes quelques jours dans ton Airbnb, comment est-ce que tu fais sur le long terme, toi, pour trouver des apparts? Et c'est le gros problème, c'est qu'il faut prendre une décision à un moment donné. Généralement, tu restes les premiers jours d'un hôtel ou Airbnb, puis après, il faut choisir voilà, combien de temps est-ce que je vais rester dans ce lieu. Moi, c'est quand je suis arrivé aux Philippines, j'ai fait le choix, voilà, je vais rester 6 mois. Et du coup, j'ai pris un appart pour 6 mois, ce qui était un très bon prix, quoi. Pour ce qui est de trouver des apparts en tant que tel, moi, j'avoue que je recherche sur Internet, typiquement, et je passe aussi souvent par des agences, tout simplement. Tu payes peut-être 10% plus cher, mais bon, si ça te facilite la vie, ça. Après, moi, je suis le genre de mec aussi, généralement, visiter des apparts, ça me fait chier. Et du coup, typiquement, je choisis les deux premiers qu'on me présente, je choisis très rapidement, quoi. Moi, là-dessus, sur les endroits que tu connais bien, ça devient de plus en plus facile. Donc, à Ho Chi Minh, la dernière fois que j'y suis venu, j'avais un avion, je devais arriver, je pense, à l'aéroport à 8h du matin. J'avais réservé aucun appart, même pas d'Airbnb, même pas d'hôtel. Donc, je suis arrivé à 8h du matin. Je suis directement pris le taxi pour aller dans la rue que je connaissais, où j'avais habité avant. Et j'ai commencé à toquer aux portes pour demander aux gens s'ils n'avaient pas des apparts à louer. Ah ouais, que t'as un mec comme ça, quoi. Ouais, et en fait, en 2 heures, tu trouves. Après, évidemment, il faut connaître la bonne rue où aller. Et la plupart des gens, voilà, il faut avoir déjà vécu sur place. Et moi, comme je connaissais la rue où il y avait beaucoup de trucs à louer, j'ai directement débarqué en mode parachute, tu vois, sans rien. Et j'ai trouvé vraiment, je crois que ça m'a pris 2 heures. Et en plus, j'ai passé probablement 45 minutes à boire un café. Donc voilà, il faut savoir que le système d'immobilier, souvent, en tout cas en Asie, est vachement plus fluide qu'en France. Parce qu'en France, tu trouves un appart, c'est hallucinant. ça prend 3 semaines. Ils veulent ton carnet de santé, tes bulletins de salaire et un dépôt. En Asie, tu leur payes la caution, tu leur payes le premier mois de salaire, et bonjour, bienvenue dans l'appartement, quoi. C'est très très simple, et ça se fait en 10 minutes. Ah non, moi, il y a quand même toujours des contrats, moi. Il y a quand même toujours des contrats avec la photo de passeport, mais effectivement, ça se fait. Oui, mais je veux dire, 2 secondes. le contrat, tu t'assois avec le mec, vraiment, en un quart d'heure, t'as négocié Ouais. le truc, quoi. C'est réglé. Ouais, ce qui est assez surprenant, c'est que tu payes tout en cash. Donc moi, la première fois que c'est ça, j'ai l'impression que j'étais en train de me faire arnaquer. Tu vois, ça paraissait bizarre de tout payer en cash comme ça, mais c'est comme ça que ça se fait en Asie. Et en parlant un peu d'argent, justement, le cash, de manière générale, c'est assez roi, quoi. La carte de crédit est quand même ouais, en France, on paye vraiment tout par carte de crédit. En Asie, un peu moins, même si ça arrive. Et un autre truc aussi dont je vais parler, c'est... Du coup, il faut avoir un peu plus les moyens. C'est rester dans les hôtels ou les appartels un peu sur le long terme. Et récemment, je suis allé à Phuket. Je suis resté 1 mois. Et généralement, 1 mois dans un hôtel, tu peux négocier des trucs assez intéressants. Typiquement, tu peux presque diviser par 2, quoi. Du coup, tu peux arriver à un prix qui est supérieur à ce que si c'est un appart, mais c'est moins cher. Enfin, c'est quand même abordable. Et du coup, on te nettoie ta chambre. Généralement, tu as par exemple une piscine, ce que tu peux avoir aussi en résidence, mais généralement, l'hôtel est mieux situé. Ils offrent pas mal de services. Et aussi, le gros avantage surtout, c'est que tu payes. Déjà, tu payes pas de caution et tu payes quand tu pars aussi. C'est pas toujours le cas, mais souvent tu peux payer quand tu pars. Du coup, t'as pas la pression. Voilà, j'ai pris un contrat sur 3 mois. Si au bout de 3 semaines, t'as envie de te barrer, bah, tu payes. Si au bout de 2 mois, t'as envie de te barrer, tu payes. Tu fais comme tu veux. Et l'entre-deux, un peu, c'est justement les appartels. Je suis resté aussi dans un autre endroit philippin pendant 3 mois dans un appartel. Et ça aussi, c'est pas mal. Rien que l'aspect en étant ménage. Toi, ménage, vraiment, pour le coup, toi, t'as même pas besoin de prendre rendez-vous avec la femme de ménage ou organiser une certaine heure. C'est que tu sors, tu passes par la réception, tu dis est-ce que c'est possible de nettoyer ma chambre, tu reviens 1 heure plus tard, ta chambre est nickel, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est typiquement inclus dans les apparts au Vietnam, pour le coup, ça, le ménage et la lessive. Ils font typiquement partie de ton loyer dans les apparts que tu peux louer. Billet d'avion, du coup. Billet d'avion, bah, c'est assez simple. Pour moi, tu vas sur Google Flights ou alors Skyscanner, selon tes préférences. Moi, je préfère Google Flights. Et tu trouves les prix, c'est généralement assez facile à trouver. Beaucoup de gens disent que si tu prends ton billet au dernier moment, tu vas payer super cher. Moi, j'ai pas trouvé que c'était vrai. Alors, peut-être que si tu n'as aucune flexibilité, tu payes plus cher. Si, moi j'ai trouvé. Tu veux dire quoi par dernier moment? Quelques jours avant. Ah, quelques jours avant. Par contre, si c'est dans les dernières heures,
Là, c'est hallucinant. Un truc qui coûte 30 euros, il passe à 300 euros parce que c'est très bien que t'as pas le choix et que t'es totalement coincé, quoi. Mais je sais pas, les gens prennent toujours leur billet d'avion 3 à 6 mois à l'avance. Moi, je les prends jamais plus de 3 semaines à l'avance. Alors peut-être que je suis naïf, mais j'ai pas l'impression que la différence soit énorme. Non, la différence, c'est pas énorme, mais en fait, c'est une grosse différence entre les vols domestiques et les vols justement internationaux. C'est-à-dire que si c'est un vol, si c'est Paris-Ho Chi Minh, je pense que le prix commence bien à augmenter, même dans le dernier mois. Par contre, si c'est des vols domestiques, si c'est Ho Chi Minh-Hanoï, je pense que le prix change quasiment pas, même dans les derniers jours. Je pense que ça dépend de beaucoup de ça aussi. Et après aussi, il y a toutes les théories. Certains jours, c'est moins cher, tout ça. Enfin, regardez pas vous-même. Moi, j'ai jamais vraiment vu de différence, de vraie différence. Ouais. Et a priori, tu n'aimes pas AirAsia, donc qu'est-ce que tu as contre AirAsia, la compagnie malaisienne, je crois? Malaisienne, ouais. Bah, en tout cas, en fait, AirAsia, si vous voulez vraiment moins cher et que vous n'avez pas une question, vous n'avez pas de problème d'horaire, vous n'avez pas un vol ensuite, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez être après sûr d'être à l'heure à votre destination, c'est une catastrophe. RSA, pourtant j'ai beaucoup pris, j'ai pris au moins une vingtaine de fois, et il n'y a pas une seule fois où c'était à l'heure. C'est assez spectaculaire à ce niveau-là. Ouais, moi je le prends assez souvent aussi. C'est vrai que, alors pour le coup, c'est vrai qu'il faut pas trop leur faire confiance pour être à l'heure dans les temps, parce que c'est vraiment bon, le low cost, c'est pas cher du tout. C'est plutôt confortable. Enfin, c'est normal, tu vois, c'est dans la moyenne. Mais effectivement, ils sont extrêmement souvent en retard. Et ce qu'ils font à Ho Chi Minh, c'est assez perturbant, c'est qu'ils changent tout le temps la porte de ton vol. Ils changent 3 fois la porte de ton vol, et parfois c'est pas super bien je indiqué. comprends pas non plus. Ouais. Ouais, et il le switch et il le marque même pas toujours sur les panneaux. Et donc, il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à une porte. J'avais un vol pour Bangkok, j'arrive à la porte, il y a marqué tu vois, Manille, et je fais OK, ben, mon vol. Ils font OK, ils appellent le truc, et d'un coup ça change parce que la porte avait changé, mais ils avaient oublié de l'indiquer, quoi. c'est quand même quelque chose. Donc, du coup, tu peux te retrouver un peu à. Aéroport de Chine, aéroport de Manille, c'est un peu pareil, quoi. L'aéroport de Ho Chi Minh, pour le coup, est un peu amateur hour dans son fonctionnement. Il n'est pas du tout aussi bien. Enfin, le meilleur pour moi, c'est vraiment Singapour. Le Changi est incroyable. Singapour, elle est incroyable. Ouais. Mais même l'aéroport de Kuala Lumpur ou de Bangkok sont plutôt pros. L'aéroport de Ho Chi Minh, c'est un peu du jonglage. À Kuala Lumpur, ce qui est un peu chiant, c'est que. Alors, faut prévoir à Kuala Lumpur, si vous allez à Kuala Lumpur, il faut prévoir aussi les 40 euros de taxi que vous devrez payer pour aller de l'aéroport jusqu'à la ville, quoi. C'est genre 1 heure sur l'autoroute, c'est assez spectaculaire à ce niveau-là. T'es déjà allé, toi? T'as déjà vu ça? J'y suis allé, mais il me semble avoir pris le métro. Ah, donc peut-être que c'est moi qui me fais totalement pigeonner en prenant tout le temps le taxi. Mais du coup. Il y a un métro qui va à l'aéroport à Kuala Lumpur. Mais il prend combien de temps? Le métro, il prend aussi 1 heure, non? Du coup, dans ces eaux-là. Peut-être, ouais, dans ces eaux-là. Il est probablement pas plus rapide que le taxi. Mais c'est assez marrant de voir sur une carte, tu vois Kuala Lumpur et tu vois genre aéroport de Kuala Lumpur et t'as l'impression que c'est dans différentes régions, quoi. Ouais, c'est pas très utile à savoir, mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Bah, c'est vraiment que c'est une place tournante que beaucoup. Moi, je me suis posé une fois à Kuala Lumpur, mais j'ai dû faire 5 vols de transition là, quoi. T'as souvent l'occasion d'y passer. L'aéroport est plutôt. Bah, c'est la plaque tournante justement de AirAsia, donc comme ils font tellement de vols. Parlons de la question de la santé. Est-ce que voilà, quelles sont les questions de santé? Quelles sont les questions de rapatriement, d'assurance médicale? Comment est-ce que toi tu gères cette question de la santé et du risque médical? Justement, tout ce qui est assurance médicale et mutuelle, je prends pas. Après, je considère que j'ai peu de chances de tomber malade. Et même si je tombe malade, tant que c'est pas très grave, en fait, je pourrais toujours le payer, tu vois. Ça m'est arrivé aux Philippines, au final j'ai payé, c'était 30 euros la chambre, pas d'hôtel du coup, d'hôpital. Toi, je pouvais me le permettre. Et par contre, pour les gros trucs, en fait, généralement sur votre carte Visa, vous avez une option rapatriement, ou si vous avez vraiment quelque chose, une grosse merde, là vous pourrez, ils vont normalement tout faire pour sauver votre vie, quoi. Vous savez pas vous retrouver comme une merde de tout seul à mourir dans un hôtel pourri de Davao. J'espère que c'est vrai. Mais je pense que moi, en fait, je prends juste cette sécurité par rapport à vraiment gros risques. Pour ce qui est des maladies normales, je pense pas que ça aille forcément le coup. Ouais, moi j'ai été chez le médecin aussi à Ho Chi Minh et puis j'ai payé de ma poche la visite de médecin, quoi. Je suis pas sûr que voilà, tant que tu es sur des petites choses, tu peux en général le payer. C'est plus raisonnable de le faire comme ça. Après, si les gens sont inquiets, il y a pas mal de solutions. Europe Assistance, etc. Il y a beaucoup de mutuelles que tu peux acheter pour ton voyage ou pour une certaine durée quand tu es à l'étranger et qui couvrent tous ces risques-là. Et pour un prix qui est pas énorme tant que tu restes en Asie. Et ça peut être une bonne option pour les gens qui sont inquiets, si ça vous rassure ou si ça vous si c'est quelque chose qui est préférable pour vous. Il y a pas mal d'options là-dessus. En termes de sécurité plus largement, est-ce que toi tu t'es senti en danger dans ces pays? On peut imaginer des pays un peu du tiers-monde où les gens n'ont pas beaucoup d'argent.
Est-ce que tu as eu l'impression parfois que tu avais une insécurité ou un danger pour tes biens ou ta personne? Bah, quand le conducteur du taxi a sorti un flingue, j'ai commencé à me poser des questions. Quoi. T'as eu un petit risque. Mais sinon, mais bizarrement, autant ça c'est un extrême, mais pour le coup, je me suis jamais. Non, honnêtement, l'Asie. Limite le Vietnam, peut-être un peu moins, mais encore, c'est vraiment. Mais pour le coup, Thaïlande et aussi aux Philippines, Davao. Enfin, à part si tu t'amuses à aller te pourrir la gueule à Pattaya, t'as vraiment un risque minimum. Et je pense notamment aux femmes qui sont peut-être plus inquiètes. Pareil pour les femmes, c'est très peu risqué, que ce soit en Thaïlande, Philippines, Vietnam, je pense aussi, hein, mais je connais moins. Mais en général, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui va dans les sud-est, c'est que c'est quand même très, très sûr, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être contre-intuitif. En tout cas, beaucoup de gens sont inquiets, mais une fois que tu es sur place, en tout cas, tu n'as pas cette sensation de risque. Bon, il faut le dire, au Vietnam, par contre, je connais pas mal de monde qui se sont fait voler leur téléphone ou leur portefeuille. Mais en même temps, est-ce que c'est pas très grave, ça? Toi, c'est pas ce genre de truc qui va vraiment te faire peur? Non, c'est ça. Ouais, non. Ouais, c'est pas là où tu vas vraiment être en danger. Mais je veux dire, si tu vas dans la rue touristique il y a une rue touristique, hein, Bui Vien à Ho Chi Minh, ou si tu vas dans la Bui Vien et que tu sors ton iPhone, t'as des chances qu'un mec le chope et s'enfuit avec. Mais c'est un peu le seul risque, quoi. Et le portefeuille, ça me paraît dans cette rue-là touristique où il y a tout le monde. Après, la plupart des gens qui veulent vraiment être nomades digital vont pas dans cette rue-là parce que bon, c'est pas non plus la joie absolument de passer ton temps avec des backpackers et des gens qui essaient de te vendre de la bœuf. Mais truc important, par contre, justement par rapport aux drogues, fait très très grave dans beaucoup de pays. Les Philippines, notamment la Malaisie, par contre, là-dessus, ils sont intraitables. Si vous voulez vous faire enfermer en prison à vie pour avoir fumé 3 joints, c'est les pays dans lesquels il faut aller. À ce niveau-là, moi, j'ai jamais pris aucun risque parce que ils déconnent vraiment zéro avec ça. Il y a pas mal de pays d'ailleurs où quand tu arrives à Singapour par l'avion, ils distribuent dans l'avion, tu sais, au départ, à l'arrivée, un petit prospectus avec dessus un gros crâne. Mais il y a littéralement un crâne, tu sais, avec des os et tout, en marquant peine de mort pour les trafiquants de drogue. Ou clairement, ils te mettent l'ambiance directe. Ouais, t'as aussi t'as pas le droit au chewing-gum non plus. Ouais, mais il y a pas marqué peine de mort pour les chewing-gums. Et aussi, ils peuvent t'envoyer en prison s'ils trouvent du porno sur ton ordi, quoi. Ah ouais, à Singapour, il y a ça? Donc seulement du streaming, ouais. Ok. Ouais, honnêtement, Singapour, c'est un pays parce que voilà, ils sont riches, mais quand tu regardes un peu, c'est comme dictatorial, quoi. Ah, clairement. Et... Je savais pas pour le porno, bon, le chewing-gum, voilà. ouais, mais le chewing-gum, tu vois, c'est vraiment un truc de pas polluer la rue, quoi. Toi, je t'ai peut-être évité de te retrouver en prison. Ouais, je vais, la prochaine fois que j'irai, j'effacerai mon disque dur, j'effacerai mon ordinateur à la maison. Dernière chose, et qui n'est pas des moindres, comment est-ce que tu gères les inquiétudes des proches? Parce que même si toi, tu as pu comprendre tous ces éléments et tu comprends qu'en fait, même si tu es au Vietnam, tu vas pas mourir dans d'atroces souffrances, il peut arriver que tes proches aient des inquiétudes ou en tout cas des doutes là-dessus. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, quelque chose qui te dérange? Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré dans ta relation avec ta famille? Non, je suis d'accord avec la première partie. Honnêtement, on se rend pas compte à quel point on s'adapte très vite. C'est vraiment. Imaginez l'appréhension que vous pouvez avoir une fois que vous serez sur place, elle sera partie au bout d'une semaine, quoi. Au bout d'une semaine, vous serez plutôt à l'aise. Mais justement par rapport aux proches, honnêtement, c'est que t'as des personnes, des fois, elles sont inquiètes. Du coup, j'ai pas de solution parce qu'il y a des personnes, quoi qu'il arrive, elles sont toujours inquiètes. Donc tu peux rassurer en expliquant, justement, en faisant un peu de pédagogie dans un peu ce qu'on a à le faire. Tu peux aussi, je pense, imaginer rester en contact régulièrement. Et il y en a aussi, j'imagine, c'est rassurer que tu prennes l'assurance maladie, ainsi de suite, que tu aies autant de couverture possible. Et toi, t'as fait comment? Est-ce que tu as eu ce problème moi, Parce que moi, honnêtement, j'ai pas eu ce problème, en fait. Parce que j'étais déjà parti en Angleterre avant. Enfin, peut-être ils étaient inquiets, mais en tout cas, ils m'ont pas dit. J'ai jamais eu de réservation par rapport à ce que je partais étranger, quoi. Moi, j'ai des personnes, je pense en particulier à ma grand-mère, qui est, si tu veux, génétiquement inquiète, quoi que tu fasses. Donc en fait... Ah, mais c'est super marrant. Ma grand-mère, c'est pareil. Genre, non, je vais te dire une histoire avec ma grand-mère, encore, j'ai 22 ans. Elle me fout un petit papier avec l'adresse dans la poche avant que je sorte. Pour comme ça, si je m'arrive quoi que ce soit, les gens puissent trouver mon petit papier et voilà, savoir où j'habite. Et on a les mêmes grand-mères, c'est assez spectaculaire. Si je suis 10 minutes en retard, c'est une catastrophe. Et donc paradoxalement, en fait, je pense que le niveau d'inquiétude entre vivre en France de façon normale et vivre en Asie, tu vois, le niveau d'inquiétude ne change pas. De toute façon, elle est inquiète. Je me souviens elle est tout le temps inquiète qu'on ait un accident de voiture ou quoi que ce soit, tu vois. Donc au final, le niveau d'inquiétude là ne s'est pas trop augmenté. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que pour le coup,
mes proches, ou mes parents, mon frère, ils sont tous venus à un moment ou à un autre me voir au Vietnam. Et donc, du coup, ils ont vu un peu ce que c'était. Ils ont expérimenté à quoi ça ressemblait. Et une fois que tu t'es mis dans la tête à quoi ça ressemblait et ce que c'était, et ben tu dédramatises un peu la situation, quoi. Les images que tu peux visualiser sont toujours plus extrêmes que dans la pratique ce que c'est. Et donc, du coup, ça a pas mal désamorcé les choses. Après, je pense qu'il y a pas mal de questions vis-à-vis du système français. Donc, les gens se demandent le système de santé, retraite, etc. Après, ça, c'est vraiment de dire... chacun gère son truc, quoi. Donc la retraite, on en a un petit peu parlé en départ d'épisode. Ah, tu gères ta barque. Mais voilà, si tu n'as pas le système de retraite français, eh ben, tu vas mettre de l'argent de côté toi-même ou tu vas trouver un système pour gérer ta retraite. Après, c'est une question d'indépendance, etc. Et là-dessus, j'ai toujours été, depuis que j'étais jeune, l'enfant un peu responsable de la famille, à qui tu pouvais faire confiance. Donc les gens s'inquiètent pas trop pour moi là-dessus, tu vois. Les inquiétudes là-dessus sont plutôt bien gérées. Et par ailleurs, moi, je passe pas mal de temps au téléphone avec ma famille. En général, je passe 2-3 heures par semaine à les appeler, souvent le dimanche. Je vais passer un coup de fil à mon frère, à mes grands-parents, à mes parents. Donc, en gros, ils savent que si je suis mort, c'est dans les 6 derniers jours, quoi. Ils entendent parler de moi environ toutes les semaines. Et je pense qu'une autre inquiétude qu'il peut y avoir, c'est aussi le trou dans le CV. En disant, tu pars un an à l'étranger, qu'est-ce qu'ils vont voir les employeurs? Ils vont voir une année vide. Et je pense que du coup, c'est à toi de dire aussi quel est ton projet et que voilà, tu n'y vas pas forcément pour un foot non plus. De dire c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu vas faire. Je pense que ça peut rassurer, toi, qu'ils disent pas, que ce soit pas une fuite, tu vois, que tu sois pas en train de t'enfuir dans un pays étranger et en train de massacrer ta vie à te bourrer la gueule sur la plage. Exactement. Ce qui existe, hein. Ce qui est pour le coup une vraie inquiétude. Et je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui sont un peu coincés dans cet entre-deux ou qui vont voilà. Enfin, à mon avis, il y a vraiment des gens qui sont, moi je les vois en Thaïlande en particulier, tu vois, qui peuvent aller là-bas faire la fête comme des gros oufs. Je sais pas trop comment t'en ressors au bout de quelques mois. Et après, ils ont même quoi. pas d'argent pour repartir, Ouais. donc ils se retrouvent. Il y avait un reportage, je crois, sur même TF1 là-dessus, où des personnes qui se retrouvaient, ils avaient plus assez d'argent pour retourner dans leur pays, le billet d'avion, et du coup, ils devenaient sans-abri en Thaïlande. Ouais. Mais bon, voilà, après, c'est une exception, hein, j'imagine. Ouais, mais bon, après, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, à partir du moment où tu peux démontrer que tu as un projet, que tu as un plan qui fait sens, même si les gens ont un peu de doute par rapport à ce que tu racontes, parce que pour eux, c'est un peu du martien, dès que tu parles d'Internet, à partir du moment où les gens te connaissent et te font confiance, voilà, après, les gens ont un niveau de confiance dans tes capacités. Et moi, c'est jamais quelque chose qui a été vraiment un obstacle, dans le sens où les gens de ma famille avaient conscience que j'étais suffisamment intelligent pour savoir ce que je faisais, et que si je disais que ça faisait sens, tu vois, où le projet en lui-même n'était pas trop questionné. Moi non plus, c'était pas spécialement un problème. Sur ce, on va parler de la section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Pour le coup, c'est 2 interviews dans une conférence qui s'appelle Recode, donc RECODE, que vous trouvez sur YouTube. La première interview, c'est celle d'Elon Musk. C'est celle où il a fait un peu le buzz en disant qu'on était dans une simulation. Ce qui est intéressant, mais après, il y a eu un article où il y a un mec qui a fait un article là-dessus en disant au final, ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. Qu'on soit dans une simulation ou pas, ce qui est réel pour toi est réel pour toi. Ça change rien. Donc, en gros, on est dans la matrice, quoi. On est à la matrice, mais au fond, voilà, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a pas de meilleure d'expliquer. Ce qui est réel pour toi est réel pour toi, qu'on soit dans une simulation, dans la matrice ou dans un rêve, peu importe. Mais du coup, toute l'interview est vraiment excitante pour le coup. Alors que pourtant, Elon Musk, j'ai regardé beaucoup d'interviews de lui, donc depuis, je commençais à entendre toujours un peu les mêmes choses, et là, il y a des trucs un peu différents, donc c'est intéressant. Et l'autre interview d'un mec qui est un peu moins apprécié, je pense, c'est Jeff Bezos. Donc le patron de Amazon. Il fait une interview, et lui aussi, c'est très intéressant ce qu'il dit. Le patron d'Amazon, tout à fait, ouais. Et notamment, il parle de manière un peu plus... t'as l'impression que Jeff Bezos serait peut-être un mec un peu coincé, un peu dur comme ça. Et là, il parle pendant 1 heure, et c'est assez intéressant aussi. Et c'est des mecs aussi, et en pensant à Jeff Bezos, je me suis dit, c'est parce qu'il est un peu il est très dur vis-à-vis de ses employés, il demande des longues heures et ainsi de suite. Mais en fait, je me dis, dans sa perspective à lui, pour lui, toi, 70 heures, ça paraît, toi, pour lui, c'est pas méchant parce qu'il fait travailler les 70 heures. Pour lui, 70 heures, c'est normal, toi. Et je pense que c'est un peu toujours, et actuellement, Tesla a des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'employés qui se barrent parce que justement, c'est un peu trop dur, quoi. Mais du coup, j'ai aucun angle là-dessus, j'ai pas vraiment de conclusion, mais donc je vais m'arrêter là. Je te laisse la parole, Stan. Moi, j'ai rebondir là-dessus. Il y avait eu tout un scandale, il y a je crois il y a 1 an à peu près, avec une New York Times qui avait publié un article très dur sur les conditions de travail chez Amazon, comme quoi c'était vraiment dur, et les gens pleuraient à leur bureau, etc. Et moi, j'avais
toujours eu un peu de mal à accepter ça dans le sens où les gars qui travaillent chez Amazon, enfin, c'est pas des esclaves, quoi. Surtout que le truc de New York Times... Généralement, des gens à assez haut niveau. Ouais, c'est ça, ils se concentraient... Encore, toi, les manutentionnaires, tu peux comprendre parce qu'ils n'ont pas le choix, toi, c'est leur emploi. Mais en l'occurrence, c'était généralement des développeurs donc, qui se plaignaient d'être pas assez bien payés, d'être maltraités. Si t'es un développeur, t'es pas assez bien payé, t'es maltraité, bah, toi, tu peux changer, quoi. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça aussi. Et le fait qu'on attaque Amazon, parce que, voilà, après, t'as le droit de pas vouloir bosser chez eux, tu vois, mais le fait que tu dises c'est inconcevable qu'une entreprise puisse avoir des heures de travail aussi dures, ben, je veux dire, tu vois, c'est une entreprise privée, il faut tout pour faire un monde. S'ils arrivent à faire fonctionner le truc comme ça et si les gens ont envie de travailler pour eux, why not, tu vois, je sais pas, je trouvais ça un peu étrange d'avoir un aspect aussi moralisateur. Encore une fois, c'est pas, tu vas te dire que c'est bien ou pas bien, mais moi j'avais un peu de mal avec cette position moralisatrice, sachant que moi j'ai un pote en particulier récemment qui a commencé à bosser chez Amazon et c'est effectivement très dur. Le mec, il a assez peu d'expérience, il est en position, etc. L'aspect qui me gêne plus... L'aspect qui me gêne plus, c'est notamment de ce que je peux savoir, les entrepôts Amazon, tout est minuté, quoi. Si pendant 20 secondes, t'es pas le plus productif, il y a ton supérieur qui va venir te voir. C'est plus cet aspect surveillance qui, moi, me paraît un peu lourd. Bah, l'avantage là-dessus, alors pour le coup, c'est que bientôt, ils vont remplacer tout ça par des robots, quoi. À mon avis, assez rapidement, Amazon, ça va être un des premiers. Bon, déjà, ils ont pas mal de trucs avec les drones, mais à mon avis, assez rapidement, ces jobs-là, ils vont disparaître, hein, pour le meilleur ou pour le pire. À mon avis, ça va être parmi les premiers à implémenter ce truc-là. Bah, avec Uber, quoi, qui vont remplacer tous leurs conducteurs avec des voitures automatisées. Mais eux, à l'échelle, ils pourront très rapidement utiliser la robotique et l'intelligence artificielle pour faire tout ça. C'est con parce que ça devrait être une très bonne chose, mais en même temps, tu sens que ça va créer des remous dans la société qui vont pas forcément être positifs, quoi. C'est ça qui est un peu triste. C'est qu'on saura pas si adapté correctement, il y aura plein de gens qui seront très très perdants. Effectivement. C'est pas le sujet de cet épisode, mais du coup, ça ouvre toute la question du débat que je trouve très intéressant sur le revenu universel, quoi. Qui me semble, alors pour le coup, on va pas en débattre, hein, mais qui me semble être une direction inévitable sur le moyen terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pourront plus être productifs dans l'économie, et ça va être une portion de plus en plus importante de la population qui ne pourra plus être productive dans l'économie. Et que donc, tu vas arriver sur un système de revenu universel. Tu vois, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, parce qu'il y a beaucoup de théories différentes, mais d'ici 20 ans, clairement, il va falloir se poser la question, quoi. Tout à fait d'accord. Moi, ma recommandation, pour être plus prosaïque, c'est une application que tu connais peut-être, ça s'appelle TripIt. Tu connais ? Ça me dit quelque chose pour le coup, j'ai déjà entendu, par contre, je sais plus à quoi. Donc c'est une application qui existe sur ton téléphone, donc sur le Android ou sur iPhone, que tu peux télécharger, et en gros ce que fait c'est que tu le connectes avec ta boîte mail, et tu peux forwarder les confirmations de tes hôtels, de tes avions, et TripIt va automatiquement savoir lire les messages et les stocker dans l'app. Donc en gros ça te permet de stocker tes... C'est ça. Et tu l'as vu où ça ? Tu l'as pas vu sur Dynamics ? Ils en ont parlé il y a longtemps dans le Tropical MBA. Moi ça fait assez longtemps que j'utilise, et en gros ça vous permet, par exemple, tu vois, quand parfois tu arrives au truc de confirmation, et il faut que tu te connectes au Wi-Fi pour aller sur ton Gmail, pour retrouver le truc de confirmation. Avec TripIt, tout est stocké hors ligne, du coup, parce que c'est pour les voyages, donc ils sont malins comme ça. Tes trucs d'hôtel sont stockés, tes réservations Airbnb sont stockées, ils stockent tes itinéraires, tous tes billets, tes dates, etc. Donc c'est assez pratique parce que tout est stocké hors ligne sur une application sur ton téléphone, de façon très facile à lire, très, très ergonomique. Tu peux stocker les plans aussi, tu vois, si tu veux avoir un plan pour aller à ton hôtel, tu peux aussi le stocker hors ligne, comme ça si tu arrives et que tu n'as pas encore de 3G, tu peux trouver les choses. Donc c'est un truc, moi, qui me déstresse pas mal, puisque au lieu de sauvegarder les PDF, etc., tu mets tout dans TripIt, tu sais que c'est disponible hors ligne, que tu les as sans avoir besoin d'avoir le Wi-Fi. Et puis c'est pratique, c'est déstressant. Et c'est un petit conseil assez malin pour les voyages. Je devrais l'utiliser, moi. Parce que du coup, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'était à Bangkok. Du coup, pour changer d'aéroport, en fait, pour prendre la navette gratuite, il fallait montrer le billet qui part de l'autre aéroport, quoi. Et du coup, mon téléphone, plus aucune batterie, plus rien. Et donc le mec, il voulait pas aider moi, il disait non, il faut me montrer le billet, sinon tu prends pas la navette. Et du coup, j'ai profité d'un moment où il a deux tournées pour monter dans le bus, et tout s'est bien fini. C'était pas la meilleure des anecdotes, mais bon voilà, c'était... Quel rebelle, quoi. Que du resquillage dans tes histoires. Juste pour te dire que oui, si t'as plus de batterie, de toute façon, le TripIt ne te sauve pas. Par contre, l'avantage du TripIt, c'est que comme t'as pas besoin de te connecter en Wi-Fi... Voilà, j'avais perdu ma Wi-Fi avant, en fait. Et ça avait été...
Ouais, ça te bouffe vachement moins de Wi-Fi. Et puis voilà, donc on mettra le lien, mais c'est TRIPIT, et c'est une application qui est gratuite. Il y a une version premium, vraiment, mais il faut être un power user pour en avoir besoin. La version gratuite est ultra complète. Mais ça, c'est le problème c'est pareil pour Evernote. Moi, j'utilise Evernote à fond et je suis toujours en gratuit, en fait. Et je pense qu'ils font une erreur, c'est software, soit Tripit ou Evernote, à faire en sorte que la version gratuite soit trop bien, en fait. Qui n'a pas forcément besoin de la version premium. Bah, c'est peut-être un modèle freemium, hein, où essentiellement ils s'en foutent que 1% des gens payent, parce que comme ils ont 100 millions de personnes qui les utilisent, ça leur suffit pour rentabiliser leur truc, et surtout ils se monétisent beaucoup sur les pros. Moi j'aurais été prêt à... Ouais, mais ce qui est un peu con, moi j'aurais été prêt à payer, mais toi, moi, je ne fais pas payer. Toi, c'est là où il y a un manque de gagner, je pense. Evernote, dernièrement, j'ai vu, font pas mal de tentatives là-dessus pour essayer de rendre leur version payante plus attractive. C'est vrai que leur version gratuite est déjà tellement bien qu'en fait, si tu uploads moins de 50 mégas, et si tu fais du texte, tu uploaderas jamais plus de 50 mégas. En fait, la version gratuite, moi, ça fait 3 ans que j'utilise, et j'ai jamais eu même besoin, tu vois, je me suis même jamais posé la question parce que j'ai jamais eu le besoin. Bah, si nous écoute le fondateur d'Evernote, ce qui est probable. Bien sûr, bah, voilà. C'est probable, hein. Il me semble qu'il a laissé un commentaire iTunes la dernière fois. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, bien sûr laisser un avis. On n'en a pas parlé dernièrement, mais les évaluations iTunes, ça reste important. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.